À l'intérieur du refuge, un son métallique sourd résonnait comme un vieux navire se déformant sous la pression. La poussière sifflait à travers les fissures de la plaque extérieure, alors que les lumières clignotaient une fois avant de stabiliser les réserves d'énergie. Jonas Thorne, qui était assis par terre près de la jonction du coupleur de puissance, les manches retroussées jusqu'aux coudes, les avant-bras nus couverts de saleté et des mains rugueuses et fissurées à cause des brûlures de liquide de refroidissement et de la friction des outils. Il essuya la sueur de son front avec le dos de sa main. Avec une ligne sombre sur la tempe et un poignet taché, Jonas est resté à Vascarin pendant 6 ans après que la société de terraformation a abandonné les zones extérieures en raison de la défaillance des tours de contrôle climatique. Bien que la plupart des colons soient partis la première année, Jonas est resté dans les débris du refuge de traitement 17, l'un des anciens réacteurs atmosphériques, non par entêtement ou culpabilité, mais simplement parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Il s'occupait avec de petites tâches comme le recablage des anciens panneaux, le renforcement des joints, le catalogage des récupérations et des réserves alimentaires. Cependant, 3 coups secs retentirent, et il resta immobile. Ce n'était ni le vent ni des débris tombants, mais quelque chose de délibéré. Il se leva lentement, saisissant la clé à plasma rouillé à côté du banc à sa gauche. Les processeurs avaient été convertis en logement temporaire pour les techniciens. Son genou, qui avait été blessé lors d'une chute précédente, craqua lorsqu'il se déplaça. Le coup ne revint pas. Il continua en passant devant l'unité de purification de l'eau et vérifia le hublot. La tempête à l'extérieur était toujours mauvaise, et du sable épais et poudreux était soufflé en couches sur la plateforme de débarquement. Le flux de la caméra auxiliaire ne montrait rien d'autre que du statique, une autre indication d'une défaillance du capteur. Jonathan inspira par le nez et appuya sur le panneau de calibration à côté de la porte pour s'identifier. Il y eut un silence suivi d'un grincement. Une clé là-bas, peu de choses ont survécu, surtout sans protection. Il hésita, puis laissa le joint de la porte gémir en s'ouvrant en réponse au différentiel de pression. La tempête s'engouffra, apportant avec elle une pluie de sable chaud. Il protégea ses yeux avec un bras, et là, elle se tenait pieds nus dans le sable, sa peau bleue, fissurée et écaillée au bord, ses longs cheveux emmêlés, collés à son visage. Elle tenait quelque chose contre sa poitrine, un petit enfant immobile enveloppé dans des lambeaux de tissu déchirés, qui avait jadis été Jonathan, cligna sa réaction initiale, étant celle de l'étonnement, puis celle de l'alarme. La femme tremblait, faisant un pas en avant de regarder son enfant. Sa voix était à peine audible au-dessus du vent, mais la femme insistait pour nourrir son enfant, même si ses jambes la lâchaient. Jonathan lâcha la clé à molette et la rattrapa en plein chute. Le corps de la femme était plus léger que prévu, et les os sous sa peau étaient affamés. L'enfant gémit, mais c'était plus un souffle de peur qu'autre chose. Avec un bras enroulé autour du dos de la femme, il se mit à nourrir son enfant. Lâchant les jambes de la fille, il se retira dans l'abri, fermant la porte d'un coup de pied, avec un bruit hydraulique. Puis, tout à coup, la chaleur de la pièce l'enveloppa, et il abaissa la femme sur le banc rembourré à côté du réchauffeur central. La fille s'accrochait au banc, son visage enfoui dans sa poitrine, et ses mains étaient serrées dans la tunique de sa mère. Jonathan s'arrêta un instant, ayant besoin de rassembler ses pensées. Qui étaient-ils? Comment sont-ils arrivés ici? Depuis combien de temps marchaient-ils? Il mit de côté de telles questions pour le moment et se mit à récupérer le matériel médical avec la mémoire musculaire, activant la cartouche d'eau d'urgence, la couverture thermique et autres fournitures, la respiration de la femme devint superficielle et ses lèvres fendues saignaient légèrement au coin. Elle n'était pas inconsciente, mais elle était très faible et sa main restait fermement agrippée à l'épaule de la fille. Jonathan prit un sachet de gel et l'appliqua doucement sur les lèvres de la femme. Il versa ensuite une petite quantité d'eau dans un capuchon flexible et l'offrit à l'enfant. La fille hésita, ses yeux écarquillés,
avec un éclat gris-violet entre la tasse et son visage. Elle s'approcha de lui comme s'il était un animal sauvage, tentant d'évaluer ses intentions avant de répondre. Il resta immobile, silencieux et indifférent pendant un moment, avant de prendre quelques gorgées mesurées d'eau. « Bien », reconnut Jonathan. Elle s'est assise tranquillement à côté de sa mère, s'appuyant sur son bras. Sans dire un mot, il a ouvert un tiroir bas et en a sorti une petite barre de ration pressée. Il l'a passée à la fille, qui a hésité un moment avant de l'accepter. Ensuite, de sa ceinture, elle a sorti une boucle de ficelle, un fil de fer et un perle cassé. Après une brève hésitation, il a accepté le cadeau. En la regardant de plus près, il a réalisé que la femme ne pouvait pas avoir plus de 5 ans malnutrie, mais alerte, et elle était clairement une survivante. « Salut, je suis Jonas. Je ne suis pas un chasseur de primes ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis juste un gars ordinaire qui a besoin de soins médicaux, » murmura-t-elle. Il la couvrit avec la couverture thermique et désigna le panneau de chauffage. « Tu vas bien ?» dit-il, s'arrêtant brièvement pour demander le nom de Yali. Après 1 ou 2 secondes, il hocha la tête. Yali ferma les yeux à nouveau, mais cette fois c'était par soulagement, pas par effondrement. Sur ce, Jonas s'éloigna et se dirigea vers le panneau de rangement. Il brancha 2 plateaux dont l'un était réglé pour une digestion alcaline faible, un réglage qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Pendant que la nourriture se réchauffait, il se dirigea vers le coin le plus éloigné de la pièce et s'assit. Elle n'était pas qu'une simple réfugiée. Ses marques de plâtre, les restes de son uniforme et sa posture trahissaient son statut de virulin de la classe de fertilité abandonnée. Il serra la mâchoire et examina le bracelet dans sa paume, ses nœuds irréguliers, ne suggérant rien de significatif. En levant les yeux, il vit que la fille s'était blottie contre sa mère, les yeux ouverts, et observant Ryan allongé là, sa respiration devenant plus régulière. Le plateau chauffant bipa, mais Jonas resta immobile. Alors il s'assit encore quelques secondes, ses mains reposant sur celles de sa mère. À genoux, il les observa tous les deux. Peu à peu, le poids de ce qui venait d'entrer dans son monde calme et prévisible commença à se faire sentir. Ils n'étaient pas en sécurité, et celui qui les avait laissés là dehors pouvait encore être à leur recherche. S'ils venaient, il ne les laisserait pas prendre ni elle, ni la fille, pas tant qu'il aurait encore de l'air dans ses poumons. Avec un sentiment d'urgence silencieuse, Jonathan récupéra les plateaux de nourriture chauffés du réchaud et les apporta au banc. Il s'assit à côté de la fille et elle jeta un coup d'œil au plateau hésitant encore une fois. Il dit alors « Essaie, juste ». Yi leva les yeux vers lui et il continua. « Bien sûr, pas de problème. » Les yeux de Ryan étaient à moitié ouverts et sa respiration était plus superficielle, mais toujours superficielle. Jonathan observa la fille, ses doigts tremblants d'épuisement, prendre de petites bouchées prudentes. Sa voix douce, comme si on lui avait appris à ne pas faire de bruit. S'agenouillant à nouveau à côté de Ryan, il tira la couverture thermique de ses épaules. Sa tunique, ou ce qu'il en restait, collait à sa peau trop serrée sur ses côtes. Son pouls au cou était fin, mais régulier. Il lui offrit une autre gorgée d'eau et elle accepta. Les yeux de Ryan restèrent fermés. Cette fois, elle était prête. Elle ouvrit grand les yeux et croisa son regard. Jonathan ne broncha pas. Il voulait qu'elle sache qu'il n'était pas dangereux. « Tu as besoin de sel, de protéines et de repos. Tu es déshydraté et affamé, » dit-il. Elle hocha simplement la tête à peine audible en disant « D'où viens-tu » Jonas fronça les sourcils. « Combien de temps ?» Alors que Ryan baissait les yeux vers le sol et murmurait « Nous venons des canyons. Nous évitions les patrouilles pendant la journée et marchions la nuit. 3 jours peut-être. 4 passèrent avec elle, secouant la tête incertaine. Il étudia son visage, et bien qu'elle ne mentait pas, elle ne lui disait pas tout non plus. « Quelqu'un te poursuit. » Il y eut un long silence, puis les collecteurs commencèrent à parler à voix basse. Un frisson lui parcourut l'échine
lorsqu'il réalisa que ces rejets de moules virulents n'étaient pas censés d'être ici. Ils étaient destinés à la récupération soit pour la réutilisation des organes, soit pour la redistribution de la main-d'œuvre esclave en particulier. Jonas récupéra soigneusement un tissu roulé sur l'étagère murale et déplia un mince matelas médical sur le sol, près du noyau du chauffage. Il a placé des rations propres, des packs d'eau et une lampe chauffante portable dessus. S'ils avaient un enfant en dehors des ordres de reproduction assignés, Yali n'aurait aucune documentation, protection ou droit. Ils ne seraient rien de plus que des fantômes. Ryan se déplaça sous la couverture, ses yeux le suivant avec méfiance. Elle ne lui faisait pas confiance, peut-être jamais. Malgré sa méfiance, elle était trop faible pour partir et son enfant était déjà à moitié endormi à ses côtés. « Tu dormiras ici ce soir ?» continua-t-il, retournant vers le banc. « Personne ne viendra à travers la tempête. Je scellerai le périmètre après le coucher du soleil. » Il déplia ensuite un deuxième sac de couchage à côté de la fille et baissa les lumières au plafond pour éviter la surstimulation. Ryan a essayé de se redresser. Jonas s'est penché en avant pour la stabiliser. Elle l'a regardé de nouveau, plus attentivement cette fois. « Tu n'es pas militaire ?» a-t-elle dit. « Non, tu es seul. » Jonas a hoché la tête une fois. « J'ai été seul pendant 5 ans. » Cela a flotté dans l'air un moment. Il pouvait sentir qu'elle essayait de le lire, essayant de décider s'il mentait, s'il lui avait fait du mal. Une fois sa force revenue, il ne lui en voulait pas. Son monde lui avait appris à supposer la douleur. « J'étais membre de l'unité de terraformation pour ce secteur », a-t-il proposé. « Je suis resté quand la compagnie est partie. Je pensais que quelqu'un devait empêcher cet endroit de s'effondrer complètement. »« Pourquoi ? Ma fille est morte ici », dit-il avec une pointe de remords, mais il n'y avait pas de solution claire. La culpabilité peut être la perte d'habitude, tout entremêlé, dit-il, déclara honnêtement. Je ne voyais pas de raison de retourner sur Terre et de faire comme si cela ne s'était pas produit. Ryan resta silencieuse, mais un changement se produisit dans son expression, une légère adoucissement, moins de défense, alors que Yali s'approchait d'elle. La fille s'appuya contre la hanche de sa mère, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Jonas les observait en silence, et Ryan murmura « Tu n'as pas demandé ce que je voulais dire quand j'ai dit que je réchaufferais ton lit. Tu n'as pas besoin de supposer que je proposais du sexe. Je connais bien le son du désespoir, » remarqua Jonas calmement. Elle détourna les yeux et dit « Je ne mentais pas, j'aurais tout fait. » Il hocha la tête et reconnut « Je sais, mais tu t'es abstenu de me toucher. »« Non !» répondit-elle. « Pourquoi ?» Jonas se leva et retourna au banc de travail dans le coin éloigné pour vérifier les joints structurels, tandis que Jonas baissait les yeux et parlait lentement, prudemment, parce qu'il ne voulait pas d'une femme qui avait peur de lui. Ryan prit alors la parole, disant « La plupart des hommes ne se soucient pas de ça. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. » Elle resta silencieuse après cela. Il a réinitialisé les capteurs de mouvement externes et a calibré manuellement le flux des évents de chaleur. Cela lui offrait une distraction pour ne pas s'inquiéter de ce que la journée pourrait apporter. Son monde avait changé le moment où il l'avait laissé entrer, et maintenant, ils allaient affronter plus que la tempête. Quelqu'un traquait ses drones et ses esclavagistes, et il devait les protéger. Avec une clé à molette à la main, il s'est assis près de la porte toute la nuit, écoutant non pas la tempête, mais le son d'une respiration douce et régulière derrière eux. L'histoire lui rappelait une femme qui avait tout perdu et une petite fille qui n'avait jamais été en sécurité. Jonas ne croyait pas au destin, mais il croyait au choix. Il avait déjà fait son choix et il n'allait pas ressortir pas s'il pouvait l'éviter. Le soleil ne se levait pas sur Vascarin 4, mais il se déversait à travers la brume comme une plaie orange terne derrière le ciel rempli de sable. Les capteurs de lumière dans le refuge ajustaient lentement la luminosité intérieure pour imiter le jour, mais il n'y avait pas de chaleur réelle, juste plus de poussière. Jonas se tenait devant le panneau d'entrée
fixant le il, avait manuellement réparé les capteurs externes peu après le lever du soleil. Mais maintenant, il voyait quelque chose qu'il ne voulait pas. 2 contacts avec de petits motifs flottants ressemblant à des drones de récupération virulents modifiés pour le suivi et la récupération scannaient le fond du canyon à quelques kilomètres à l'ouest, trop loin pour détecter son abri directement. Il recula, passa une main dans ses cheveux gris courts et serra la mâchoire. Ce n'était pas une coïncidence. Ils étaient plus proches qu'il s'éloigna de l'écran et traversa la pièce où il trouva Ryan, profondément endormi, recroquevillé protectivement autour de Yi. Yi s'était d'une manière ou d'une autre déplacé sur la poitrine de sa mère pendant la nuit, une main nouée dans le coin de la couverture et son pouce près de sa bouche. Jayas s'accroupit à côté d'eux, sa voix basse, et Ryan resta immobile. Soudain, il tendit la main et toucha l'épaule de Ryan, et ses yeux s'élargirent aux d'alarme. Instinctivement, elle rapprocha Yali d'elle, protégeant instinctivement l'enfant, sa respiration aiguisée et prête à défendre. « C'est juste moi, » dit Jonas. « Il n'y a personne ici, mais tu dois te réveiller. » Il lui fallut un moment pour comprendre, mais finalement, elle laissa échapper un long soupir et se redressa lentement, se déplaçant avec raideur. « J'ai vu des drones, » lui dit-il. 2 d'entre eux survolaient la crête ouest. Son visage trahissait un mélange de peur et d'épuisement en regardant son corps affamé. Malgré notre situation désespérée, il s'est abstenu de la réprimander, sachant parfaitement l'impact que la faim peut avoir sur une personne. Au lieu de cela, il a suggéré de renforcer le toit, de bloquer les signatures thermiques et d'effacer vos marqueurs olfactifs et les traces des drones. Ils font toujours cela par 2, d'abord la reconnaissance, puis la récupération. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu Shinatada? Elle les observait de près, comme si elle était en alerte maximale. « Tu vas nous aider à nous cacher », dit-elle les yeux s'ouvrant en clignant. Yali leva les yeux vers sa mère, puis vers Jonas, mais cette fois, elle ne se détourna pas. Ryan les regarda tour à tour. Yali ne parlait pas beaucoup et elle avait été entraînée à rester silencieuse et immobile, sauf si on lui disait de bouger. Le visage de Jonas se crispa légèrement. Elle avait 5 ans. Elle n'aurait jamais dû être entraînée pour quoi que ce soit. Il se leva. Il retourna au panneau et récupéra le filet de masquage thermique usé mais fonctionnel qu'il avait précédemment utilisé pour dissimuler les cœurs d'énergie au drone de récupération. Elle aurait dû jouer dans la terre à ce moment-là, mais ils restèrent silencieux. Plus tard, il revint avec un plateau de nourriture et le posa près d'eux en disant « Vous devez manger ». Ryan hésita, disant « Je dois d'abord me laver ». Ryan trouva un bassin près de l'alcôve et la pompe à eau chaude fonctionnait encore. Ryan s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de se lever avec hésitation. Jonas regarda alors qu'elle s'éloignait vers l'arrière, tandis que Yi la suivait en disant « Tu dois manger ». Sa petite main dans la sienne, la fille jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à lui brièvement avant de se détourner. Ryan se laissa tomber sur le banc, l'esprit en ébullition avec des inquiétudes concernant les drones, le risque croissant et le manque d'informations dont il avait besoin. Après 10 minutes, elle revint les cheveux maintenant mouillés et plus foncés, plaqués en arrière sur ses épaules. Elle portait la même tunique en argent, mais maintenant elle était rincée et humide, plus propre. La peau de Yali avait été doucement frottée et son visage ne cherchait plus à être propre. Ryan s'approcha d'eux avec prudence en disant « Merci pour l'eau ». Il désigna la nourriture et il parla simplement en disant « J'ai besoin de savoir ce qu'ils vont faire. »« S'ils te prennent ?» dit-elle, faisant une pause pour mâcher la petite main de Yali qui se figea à mi-chemin de sa bouche. Ryan leva les yeux et dit « Ils me mettront au travail forcé ou au travail pénal selon qui achète les droits de scan. » Ses lèvres se pressent en une fine ligne. « Ils nous sépareront, vont-ils la tuer ?»« Pas tout de suite. » Jonathan hocha la tête. La pièce devint plus froide même si le radiateur ronronnait régulièrement. « Ils pensent qu'elle est impure, » ajouta Ryan. « Maintenant, ils se taisent parce qu'elle n'est pas née à l'intérieur. » Jonas sortit de l'armoire de rangement,
traversa la pièce et récupéra une carte roulée des canyons. Il les avait cartographiés des années auparavant, en cherchant un site de secours. La carte montrait un dépôt de carburant abandonné sur Ridge Delta 3 qui était partiellement effondré, mais avait des voûtes inférieures intactes. Il n'y avait ni signal, ni chaleur, et le point mort était parfait. Cependant, la distance pour y parvenir à pied était de 12 kilomètres. Le visage de Ray devint pâle. « Je ne pouvais pas courir aussi loin sans la porter, et toi non plus. » Il jeta un coup d'œil à Yi et dit « J'ai un sac à bandoulière dans lequel elle peut tenir. Tu devras porter les provisions. Je m'occuperai d'elle. » Ryan cligna des yeux clairement en conflit. La confiance était difficile pour elle, mais elle ne se battit pas. Il l'étudia à nouveau cette fois avec un regard plus critique, et il dit « Tu boites. Ce n'est rien. Montre-moi. » Yi tressaillit à son ton ferme, mais elle ne tenta pas de l'arrêter. Alors qu'il s'agenouillait, il écartait délicatement sa tunique, révélant une plaie ouverte. La blessure était rouge et enflée. L'infection commençait. Ce n'était pas encore mortel, mais elle se demandait combien de temps il avait passé sans la voir. Le jour avant que nous te trouvions, il s'est levé et a dit « Tu ne peux pas marcher avec 12 clics. Je n'ai pas le choix. » Il se dirigea ensuite vers la station médicale et commença à préparer une injection. « Tu en as un maintenant, » dit-il. Elle ne le remercia pas, mais elle ne l'arrêta pas non plus. Alors qu'il nettoyait la plaie et appliquait le scellant, elle resta immobile, légèrement tremblante. Sa respiration se coupa, mais elle ne cria pas. Yali se tenait silencieusement à côté d'elle, observant. Jonas croisa le regard de la fille et lui dit « Tu es courageuse. » Ryan ferma les yeux, et pour la première fois depuis son arrivée, ses épaules s'affaissèrent. Quelque chose se brisa pas gravement, juste assez pour laisser quelque chose d'autre commencer. La confiance, ce n'était pas encore sûr, mais ça commençait. Dehors, de l'autre côté du canyon, les drones flottaient, juste hors de vue. Jonas scella le panneau de rangement avec un clic sec et ajusta la sangle du porte-enfants sur son épaule. C'était un harnais de terrain militaire, adapté pour la traversée de terrain jamais destiné à porter un enfant, mais ça ferait l'affaire. À l'intérieur, il vérifia 2 fois les attaches, testa les clips et travailla rapidement et précisément, ne laissant aucune place à l'erreur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la pièce, Ryan était assise au bord du banc, enfilant ce qu'il restait de ses bottes déchirées, clairement pas les siennes, pour dissimuler le pire de la déchirure à sa hanche. Un patch de scellement sur sa plaie tenait, mais la boiterie était pire maintenant. Malgré cela, elle ne se plaignait pas, et n'avait pas beaucoup parlé depuis la thérapie, pendant que Yali restait silencieuse à ses côtés, tenant la main de sa mère. Son écharpe servait de couverture, et ses grands yeux suivaient Jonas alors qu'il s'accroupissait à côté d'elle et disait « Es-tu prête ?» Yali resta silencieuse, mais elle embrassa Jonas avec empressement lorsqu'il ouvrit les bras. Ryan attacha habilement la fille dans le harnais, prenant soin de ne pas interférer. La fille était exceptionnellement légère pour son âge, et ses membres tremblaient légèrement alors qu'elle s'ajustait à l'intérieur rembourré. Elle s'accrochait à sa poitrine, les doigts repliés, mais ne disait rien. Sous sa veste, Jonathan fixa les sangles autour de sa taille et de ses épaules. « Je la garderai près de moi », murmura-t-il à rien. « Toujours. » Ryan croisa son regard sa voix rauque. « Si je l'entends pleurer, je courrai même si ça me tue. » Jonathan hocha la tête, assurant à Ryan qu'elle n'aurait pas à le faire. Ils partirent par la trappe nord peu après midi, lorsque le vent s'était calmé, mais la chaleur persistait, rayonnant sèchement des parois du canyon et des vagues pulsantes. Jonathan les guida le long d'un sentier étroit sur la crête, se faufilant entre les colonnes de soutien tombées et les étagères de roches fracturées. Il maintenait un rythme régulier assez lent pour que Ryan puisse suivre, et assez rapide pour rester en avance sur le drone. Il vérifiait le scanner toutes les 6 minutes. Il n'y avait toujours pas de visuel, mais la fréquence et le statique augmentaient, suggérant que quelque chose cherchait à proximité.
Ils marchèrent silencieusement pendant plus d'une heure. Ryan avait manifestement du mal à respirer. Elle marchait la tête baissée, la sueur coulant le long de sa mâchoire. Ses mouvements étaient précis et contrôlés, comme si elle essayait de cacher la douleur qu'elle ressentait. Jonas ajusta le harnais. Yali resta silencieuse, sa tête reposant contre son clavicule, ses bras toujours enroulés autour de son cou. Mais elle était éveillée et observait attentivement le paysage. Jonas s'arrêta et leva une main disant « Repose-toi ici ». Ryan glissa au sol, s'appuyant lourdement contre une paroi rocheuse. Elle ne protesta pas, mais sa main tremblait en dévissant un pack d'eau et en buvant. Jonas s'accroupit à côté d'elle, disant « Il nous reste environ 6 kilomètres. »« Je peux le faire, » dit-elle, la sueur coulant le long de ses tempes. « Tu es sur les nerfs et tu portes l'enfant. » Jason regarda Yali, qui avait toujours l'air calme et ouverte, mais il lui tendit un comprimé de sel et un cube de ration lui disant de manger quelque chose pour l'aider. Ryan prit le comprimé, le mâcha lentement la bouche sèche, puis pointa vers la crête au-dessus. « Et s'ils sont devant nous? »« Ils ne le sont pas, » dit-il. « Le signal est clair jusqu'au dépôt. »« Après ça, je ne sais pas. » Ryan ferma les yeux et elle commença à pleurer. Faire tout ça en prenant des risques, pourquoi? La première fois qu'elle a demandé directement, Jonathan a haussé les épaules et a dit « Peut-être que j'en ai marre de voir les gens mourir. » Quand elle a rouvert les yeux, il n'avait toujours pas accepté, mais au moins, il faisait un pas dans la bonne direction. Elle l'a observé un moment, comme si elle n'était toujours pas sûre de le croire, avant que Yali ne se déplace légèrement dans son harnais et ne murmure quelque chose contre le col de Jonas. « Qu'est-ce que c'est? Les pieds de ma mère saignent, » demanda-t-il doucement. La fille murmura sa voix à peine audible tandis que Jonas jetait un coup d'œil à Ryan. Ses bottes étaient trempées, plus que de la simple transpiration. La mâchoire de Ryan se crispa lorsqu'il mentionna la nécessité de notre relocalisation. Jonas laissa échapper un souffle aigu et resta debout. Il grimpa ensuite de quelques mètres jusqu'à une zone plane, où il dégagea un endroit derrière un tuyau de drainage effondré. La zone était faiblement éclairée et difficile à voir d'en haut, alors il appela Ryan, qui boita jusqu'à lui et s'effondra à côté du tuyau. Débouclage. Elle s'est agenouillée à côté des pieds de Ray et n'a pas dit un mot pendant qu'il nettoyait sa peau couverte de cloques de sang de grit et de sel. Yali était assise avec sa mère, observant chaque mouvement. Soudain, le scanner de poche de Jonas émet un bip. Alors il le sortit et lut l'affichage, une faible pulsation basse altitude se déplaçant rapidement. Il leva les yeux vers le ciel juste au moment où une ombre élégante glissait. Un drone planait au-dessus son moteur émettant un faible gémissement. Jonas retint son souffle alors que Yali restait silencieuse. Après 30 secondes, le drone a dévié vers les falaises du sud. Ryan couvrit instinctivement la tête de sa fille de son bras, alors que tous les trois se pressaient contre le rebord, restant silencieux. « Bouge !» murmura Jonas. Maintenant, le reste de la randonnée était brutal. Ryan reposait son poids sur son bras pendant que Jonas portait les 2 sacs. Yali restait immobile, recroquevillé contre lui, son souffle doux contre son cou. Alors que la nuit tombait, ils arrivèrent au dépôt, un bâtiment décrépit, partiellement immergé dans le mur du canyon. L'entrée s'était effondrée, mais Jonas connaissait un passage latéral, une trappe de maintenance dissimulée derrière un fourré de tuyaux rouillés et de dunes de sable. Se mettant à genoux, il décolla le panneau et entra le vieux code. La porte s'ouvrit et, en se retournant, il remarqua Ryan à genoux, son corps tremblant de douleur et d'épuisement. Elle ne s'est pas complètement effondrée, mais elle était proche. Yala s'est assise à côté d'elle, ses bras enroulés autour de la taille de sa mère. Jonah observa un moment avant de parler doucement. « Mais clairement, c'est votre maison, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. » Ryan leva les yeux vers lui, son visage ne trahissant rien d'autre qu'une fatigue brute. Pour la première fois,
Elle hocha la tête sans méfiance, seulement avec gratitude, et quelque chose de délicat. Encore une fois, j'espérais que les voûtes du dépôt n'avaient pas été touchées depuis des années. Jonathan alluma une lampe de travail portable et balaya l'intérieur de son faisceau. La poussière s'accrochait à chaque surface. De vieilles caisses en métal gisaient renversées dans les coins, certaines portant encore des tampons de danger fanés de l'époque où l'endroit stockait des cellules de carburant. Malgré cela, l'air était sec, les murs étaient intacts, et la température était stable. C'était tout ce qu'il fallait. Je dégageais un petit coin de la chambre, déplaçais les débris et déroulais des lits. Ensuite, j'installais un écran de confidentialité, tandis que l'empilement de vieux matelas isolants le long du mur fournissait le soutien nécessaire. Une structure simple mais adéquate fut fabriquée à partir de bâches et de poteaux récupérés. Ryan et Yali restèrent silencieux pendant qu'ils travaillaient. La fille reposa ses pieds, fatiguée, sur les genoux de sa mère, les yeux à moitié fermés. Elle était restée silencieuse depuis que le drone avait survolé la zone. Jonathan, sans faire de commentaires, sortit un vieux réchaud de camping et prépara un repas composé de bouillon chaud de gâteau de racines ramollies et de 2 paquets de protéines. L'arôme se répandit progressivement dans la pièce, la remplissant d'une odeur réconfortante et familière. « Tu auras besoin de liquide d'abord », dit-il en s'asseyant sur une caisse à proximité. « Tes systèmes brûlent encore trop fort. » Ryan hocha la tête, prit la tasse et but sans hésitation. Jonathan ne mangea pas tout de suite, son regard restait fixé sur Yi. La fille le regardait à nouveau, calme et sans cligner des yeux. Enfin, elle parla. « Tu avais une fille, ce n'était pas une question. » Jonas sentit sa poitrine se serrer, mais il garda un ton neutre. « Oui, elle est morte. Oui, elle avait à peu près ton âge. » Yi baissa les yeux silencieuse. La voix de Ryan se fit douce. « Tu n'as pas à lui répondre, c'est bon. » Jonas dit en se tournant vers Yali. « Elle est tombée malade. Il n'y avait pas assez de médicaments quand la compagnie est partie. J'ai tout essayé. Ce n'était pas suffisant. » Yi hocha lentement la tête, assimilant cela. Après un moment, elle demanda « Elle te manque ?»« Oui, tous les jours. » C'était tout ce qu'il a dit. Ryan ne parla plus, mais son expression changea. Sa posture, qui avait été tendue et méfiante, s'était relâchée cette nuit-là, après que Yi se soit endormi entre les tapis et la bâche. « Tu as été entraîné à obéir, » dit Jonah d'une voix basse. « Oui, à te donner à tout homme qui te nourrissait. »« Oui. Alors pourquoi as-tu tant lutté pour la garder ?» Ryan ne répondit pas. Elle s'assit près de la lampe chauffante, le dos droit, et les mains reposant doucement sur l'épaule de sa fille. « Tu n'as pas besoin de permission pour vouloir la sécurité, le confort, ou être touché sans peur. » Elle le regarda avec acuité, mais il continuait à dire ça. « Mais tu ne l'as pas touché. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai nettoyé